Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, fantasy, mais chronique un peu spéciale parce que je vais faire part, une fois n'est pas coutume, d'un abandon. Un abandon qui porte donc sur L'Enfant de poussière de Patrick Douinet. Alors on m'a dit que ça se prononçait comme ça, j'espère ne pas me tromper. L'Enfant de poussière donc qui est le premier tome du cycle de Sif qui doit en comprendre 7 en tout. Le deuxième est déjà paru, c'est La Peste et la Vigne. Mais je vais en rester donc à ce premier roman que pour le coup je n'ai pas fini. Il est sorti bien cette année. Il a des illustrations de Fanny Etienne Arthur, des cartes essentiellement. Il a été publié aux éditions Au Diable Vauvert et fait 618 pages. Bon, ben ça ne marche pas à tous les coups, hein. Il est très rare que j'abandonne des lectures, mais cela peut arriver. Et c'est arrivé pour cet enfant de poussière de Patrick Cadouinet. Premier tome, nous dit-on, d'une série de 7 qui pesait déjà bien ses 620 pages. Le deuxième tome, La Peste et la Vigne, tout aussi volumineux, étant déjà sorti. En fait, je suppose même que cette parution a eu sa part dans ma décision de baisser les bras, car c'était comme si le premier roman, qui m'ennuyait profondément, avait soudain plus que doublé de volume, ce qui avait quelque chose d'un peu menaçant. Quoi qu'il en soit, au bout de 440 pages du tome 1 environ, là et au mieux indifférent à l'égard de ce qui m'était raconté, j'ai lâché l'affaire. Je ne manquais pas d'autre chose à lire. Ce roman a reçu un accueil très favorable chez les blogopotes, et c'est sans doute pour de bonnes raisons. Mais je n'ai pas pu. Notez bien, je ne l'ai pas détesté non plus, je ne ressens pas le besoin de hurler combien il serait mauvais, etc. Mais il m'a sans l'ombre d'un doute paru bien médiocre, car très banal, en fait. Je ne comprends dès lors pas le caractère censément événementiel, pour ne pas dire providentiel, de l'enfant de poussière. Je vais tâcher de dire pourquoi. Le cycle de Sif, puisque c'est donc ainsi qu'il faut désigner l'ensemble, se situe dans un registre low fantasy, disons, ou de fantasy réaliste, très éloigné de tout caractère épique. Il y a des cartes dans le bouquin, preuve que c'est bien de la fantasy, haha, mais qui se dévoilent au fur et à mesure avec une focalisation très ciblée. Nous n'avons pas, dans les livres, mais on peut la trouver ailleurs, de carte globale. Ainsi, le début du roman se concentre sur la région immédiatement autour de Cornebrune, une sorte de principauté frontalière, en tant que telle aux limites de la civilisation. Les autochtones de la bonne société comme de l'autre n'en sont que plus hostiles à l'encontre des barbares plus ou moins nomades qui les envahissent, disent-ils. Le racisme et la xénophobie sont des thèmes sous-jacents du roman qui redoublent d'une certaine manière, mais en la complexifiant, l'ersatz local de lutte des classes, disons, même si cela serait en même temps une lutte des ordres. Et nous y faisons la connaissance de Sif, ce qui n'est en fait pas un nom à proprement parler, c'est un mot qui désigne les étrangers dans la perspective mentionnée à l'instant. Sif est un orphelin, oh, de 8 ans. L'enfant de poussière est la première partie de l'autobiographie de Sif et porte sur quelque chose comme 3 années à vue de nez qui ont changé sa vie. Un vieux Sif en est l'auteur qui revient sur son passé avec, suppose-t-on, le recul qu'autorise seule la sagesse, forcément, conférée par le poids des ans. Et c'est une vie compliquée. Dès les premières pages, l'enfant de poussière nous braille à la gueule roman d'apprentissage. Et de fait, Sif a bien des choses à apprendre, bien des choses auprès de bien des maîtres très différents les uns des autres. En fait, pour ce que j'en ai lu, mais a priori ce premier roman s'en tient là, même dans les 180 pages en gros sur lesquelles j'ai préféré faire l'impasse, l'enfant de poussière rapporte les enseignements reçus par Sif auprès de 3 maîtres successifs qui ont tous comme de juste quelque chose de père de substitution. Le premier est le maître Lame S, une sorte de super policier espion au passé un peu lourd, qui tire Sif des mauvais pas de la petite délinquance pour en faire un agent indique espion au service de Cornebrune. Le deuxième maître est un médecin du nom de Naïr Sipal, un ancien esclave en provenance d'une lointaine contrée et dont le savoir scientifique est en même temps religieux. Cette partie est clairement celle qui m'a le plus parlé dans le roman, relativement sans temps bien sûr. Mais le troisième maître est un guerrier mercenaire issu du fier peuple des Varins et qui répond, s'il le veut, au nom de Huldrick. Il forme à la rude son apprenti crotteux Sif au combat, à la survie et à la liberté anarchiste. Même si sans surprise je trouve la brute plus anarfasciste qu'autre chose, ça arrive parfois, hein. Et sous cet angle, je n'ai pas manqué de soupirer en repensant à un Damasio, mettons. Les deux aiment bien le comité invisible d'ailleurs, en jugé par une interview réalisée par Nicolas Winter sur son indispensable blog Just a Word. Mais cette succession des maîtres tient aussi à ce que la vie de Sif est tumultueuse, avec une certaine prédilection pour le fait de se trouver exactement là où il n'aurait pas dû être,
de mauvaises décisions, où la fatalité ou les déterminismes sociaux décident de l'avenir de Sif au fil de ruptures brutales où l'accumulation a sa part. C'est qu'il y a bien sûr de nombreux à côté qui sont à leur tour autant d'occasions d'apprentissage pour notre Sif apprenant. Ainsi auprès des tribus nomades qui plantent, semi-nomades, qui plantent périodiquement la tente dans la banlieue de Cornebrune, mais aussi bien par la force des choses dans les écuries des nobliaux du coin où le travailleur forcé Sif charrie de la merde à longueur de journée, tâche parfaitement vaine mais qui réjouit son sadique petit chef. Et voilà pour l'essentiel, mais ceci c'est dans la perspective de l'autobiographie de Sif. Il n'en laisse pas moins entendre qu'il se passe bien des choses dans le vaste monde, et ça et là se dessine progressivement le tableau d'un âge au bord de la crise et de la guerre. La sédition nobiliaire et réactionnaire gronde encore de brune, qui exècre d'autant plus le primat qu'il est teinté de sang étranger. Les fédérations conçues pour prévenir les conflits s'effondrent. On engage ici ou là des troupes de mercenaires, dont les redoutables VAR, censément pour des opérations de police qui ne trompent personne. La haute politique est à l'arrière-plan. Patrika Duene ne fait pas à cet égard dans le trône de fer, mais elle est là néanmoins, et comme dit plus haut, ce tableau d'ensemble implique aussi d'envisager quelques thématiques politiques et ou sociétales liées, touchant aussi bien à l'immigration et à la xénophobie qu'à la participation au pouvoir, aux conséquences diplomatiques mais aussi sociales du commerce, comme aux modalités de l'aide aux indigents ou de la justice criminelle, au poids de la tradition quelle qu'elle soit, ou encore à la place des femmes dans la société. Ces thèmes sont intéressants en tant que tels, et dans un premier temps du moins, l'auteur en traite de manière plutôt habile, je suppose. J'émettrai seulement un bémol, cela passe à l'occasion par des scènes d'exposition qui rompent le registre et l'intrigue. Cependant, la dimension de roman d'apprentissage de l'enfant de poussière qui y est nécessairement liée m'a assez vite saoulé, et d'autant plus du fait de la répétition qu'elle implique finalement avec cette succession de 3 maîtres. Une succession au passage qui n'est pas aussi compartimentée que j'ai pu en donner l'impression. Si S est le premier de ses enseignants, il le demeure en parallèle à Nair Sipal. Le médecin est donc celui qui m'a le plus séduit, y compris dans ses traits les moins unilatéralement positifs. Le regard qui y est porté par Sif, ou surtout par l'auteur qui y reviendra via Ulrich, sur sa religiosité, voire sa superstition, n'a rien de neutre, mais le personnage y gagne en caractère. En revanche, le guerrier Var m'a vraiment pété les burnes, et le ton pseudo-sage à la dure qui accompagne ses leçons encore plus, même en prenant en compte combien notre narrateur Sif affirme haïr ce troisième maître. Les discours de ce dernier n'en sont ni moins pontifiants, ni moins creux, et vaguement ou moins vaguement puants. Bon, nous n'étions pas forcément supposés aimer ce personnage. Je ne sais pas ce que cela donne dans les 180 pages restantes de l'Enfant de Poussière, et encore moins dans La Peste et la Vigne si la question doit seulement être posée. Non, ils n'ont pas à être sympathiques, ces maîtres, et l'auteur a toute l'attitude pour malmener l'identification du lecteur, passer le seul Sif, qui la monopolise par la force des choses, dans une perspective où les héros n'ont pas lieu d'être. C'est même un parti pris que j'apprécie, de manière générale. Le problème demeure. Où sont les qualités propres qui font que l'on lira l'enfant de poussière de préférence à Wattmill pavé de fantaisie initiatique? Quel est le petit plus, le truc qui fait la différence? Très honnêtement, je ne l'ai pas trouvé, nulle part. Si ce roman m'a déçu, c'est d'abord et avant tout parce que je l'ai trouvé tristement banal. J'ai déjà lu cette histoire, trop souvent. Je n'ai pas forcément de référence précise à mentionner, justement parce que c'est de banalité qu'il s'agit, mais je relève que plusieurs camarades ont cité Robin Hobb. Et j'ai déjà rencontré ces personnages. Trop souvent. Bon sang, je les ai même probablement joués ou mis en scène dans je ne sais combien de parties de jeux de rôle, et pas les meilleurs. Je n'y vois que des archétypes imbriqués dans un schéma narratif strict de roman d'apprentissage qui n'en tient que davantage de la formule, impression renforcée par la répétition de la structure. Le genre fantasy y a certes abondamment eu recours, cela fait sans doute même partie de son essence. Mais il n'en reste pas moins que l'enfant de poussière ici ne se distingue en rien du tout venant. Et l'univers non plus n'a pas la moindre saveur. Ce que l'optique réaliste n'implique en rien, voyez, pour citer des locomotives, George R. R. Martin donc, ou chez nous Jean-Philippe Jaworski, auquel on n'a pas manqué de comparer Patrick Cadwayne comme on le fait pour absolument tout nouvel auteur de fantaisie francophone, et généralement sans vraie raison autre que commerciale. Et il en va de même pour l'approche micro plutôt que macro. À tous les niveaux, en somme, j'ai la conviction que l'enfant de poussière n'a pas ce truc qui en fait une lecture préférable à une autre. Le caractère censément événementiel de cette publication ne m'en laisse que davantage perplexe. Ce truc, à en croire les blogocopines et copains, pourrait résider dans le style de Patrick Cadwayne, mais là encore je ne suis pas converti. Ou disons pas totalement.
En cela aussi d'ailleurs l'auteur me fait penser d'une certaine manière à Alain Damasio. Tous deux ont indéniablement le sens de la formule, ils sont capables et de manière régulière de livrer des sentences qui sonnent, qui claquent et qui appellent presque irrésistiblement à la citation. Par exemple, quand Sif prend conscience des implications de la manière dont on le désigne, je ne connaissais aucun chien auquel son maître n'avait pas daigné donner un meilleur nom que chien. Sobre et pertinent, efficace. Et les sentences de ce type ne sont pas seulement là pour faire joli, mais servent bel et bien l'histoire et l'ambiance, quitte à appuyer un peu trop sur les thèmes sous-jacents d'une manière pas toujours très subtile. Mais oui, ça sonne, ça claque, régulièrement au fil de l'enfant de poussière. Peut-être même chaque page a-t-elle sa phrase parfaitement à sa place, fond et forme. En cela, je suppose que Patrick Cadwene est effectivement au-dessus du lot. Mais pas tant que cela non plus, car pour chaque formule élégamment troussée, j'en vois une autre 2 paragraphes plus loin qui boite pour quelques raisons. Une répétition malencontreuse, une rupture dans le registre de langage qui nuit à l'immersion, ce genre de choses. Ceci pour la forme, mais cela vaut aussi pour le fond, comme chez Damasio, là encore aux 2 niveaux. Ainsi quand l'auteur tend à devenir pontifiant et émet des saillies censément spirituelles et profondes, mais qui ne sont pas tant que cela à y regarder de plus près, ou, autre possibilité, des réflexions tellement démonstratives dans leurs intentions qu'elles en deviennent péniblement lourdes, et donc guère subtiles. Du coup, j'ai sans cesse fait la bascule entre ce qui fonctionne bien, voire très bien, et ce qui fonctionne mal, voire très mal, parce que boiteux, parce que lourd, parce que démonstratif. Je veux bien croire que ce jeune auteur qui a déjà quelques livres à son actif dans d'autres domaines, le policier mais aussi la poésie, a du talent, une bonne plume, et dès maintenant, c'est-à-dire probablement plus que du simplement potentiel. Mais l'enfant de poussière me paraît encore inégal en la matière. Ce n'est pas forcément un mauvais roman, non. On en a dit beaucoup de bien, c'est sans doute qu'il y a de bonnes raisons à cela. Mais il ne m'a pas plu, parce que je l'ai trouvé tristement banal, n'y ayant pas trouvé le moindre élément en faisant une lecture préférable à une autre, tout particulièrement dans ce genre très encombré et plus qu'à son tour par la formule, qu'est la fantaisie, qu'elle soit low ou high ou ce que vous voudrez. Je n'y vois certainement pas l'événement que l'on a dit, même si ma déception ne pèse probablement pas grand-chose au regard de l'enthousiasme quasi systématique dans la réception d'Enfants de poussière. La seule chose que je puis affirmer que moi je myself I me suis ennuyé à mourir dans cette lecture au point où je n'ai pu la mener à son terme, d'autant qu'à ce stade je me doutais depuis quelque temps déjà que je n'aurais aucune envie de poursuivre l'expérience avec La Peste et la Vigne et les 5 autres tomes prévus. Pas possible, vraiment pas.